Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Madame, monsieur, bonjour, Azzoul, Sabah al-Khair wa rabah alaikum. Bienvenue à vous sur les ondes positives de radio Alger Chaîne 3. Nous sommes bien sûr dans Service public, le magazine de société qui promeut l'algérianité, les réalisations des aides. Aussi, nous faisons de notre mieux pour féconder l'espérance et pour aller de l'avant, pour toujours et ad vitam aeternam proposer la meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes le 24 mars 2026 et nous venons de célébrer la journée mondiale de l'eau. Que dis-je, elle est célébrée aujourd'hui un peu partout et la journée mondiale, plutôt la journée nationale est célébrée aujourd'hui même au Palais de la Culture. Une journée où l'on s'arrête pour faire le bilan de ce qui a été accompli et réalisé. Et c'est le cas pour nous aussi. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Algérie, avec ses différents climats et notamment l'aride et le semi-aride, prépondérant dans les 3/4 du pays, nous subissons de plein fouet le stress hydrique. Et pour juguler cette problématique en vue de sécuriser cette ressource précieuse et peut-être aussi rare, énormément d'actions ont été menées et des politiques tracées pour éviter la soif aux citoyens et pour lui assurer tous les besoins donc domestiques à ce citoyen, aux Algériens. Le débat commencera dès que vous êtes prêts, le temps d'une chanson, et l'on reviendra. 10h10 sur Radio Alger Chaîne 3 et nous sommes en direct dans Service public. Zoom aujourd'hui sur l'eau, cette denrée précieuse et non rare pour Dr Abdeslam. Focus aussi sur les politiques et les schémas nationaux en vue de sécuriser les ressources hydriques, les travaux et projets initiés, remis et en cours de réalisation, notamment les projets de dessalement donc à Tamanrasset et à l'ouest du pays, la gestion et la consommation des ressources conventionnelles et non conventionnelles, un véritable défi pour les gouvernants, mais aussi pour la population, parce que la disponibilité et l'accès facile à l'approvisionnement en eau potable ne saurait se faire sans la rationalisation de l'eau. Bonjour Dr Melk Abdeslam. Bonjour Azzoul. Aslamek, merci d'avoir accepté notre invitation dans Service public. Alors vous êtes docteur en hydrogéologie, vous êtes maître de conférence à l'UMMTO, donc l'université Mouloud Mamrid de Tizi Ouzou. Vous avez aussi été récemment, il y a quelques années, directeur d'un laboratoire de recherche dédié à l'eau. Alors docteur Melk Abdeslam, vous allez toujours en pérégrination et au fil de l'eau. D'ailleurs c'est une expression qui vous va à merveille. Vous êtes assez souvent aux abords des barrages, des oueds, là où il y a l'eau, vous êtes là-bas aussi au niveau des sources d'eau douce. Vous êtes un conseiller pour les autorités nationales et une force de proposition non négligeable, notamment dans l'exemple du pompage, n'est-ce pas, des oueds vers les barrages. Là où on a de l'eau, nos oueds regorgent d'eau, surtout en ce moment, c'est la saison le Sebao vers Taxept, le Sebao, de Harraj, le Rumel pour le Rumel, c'est énorme. Pour Niharoun. Bien sûr. Le barrage de Douera, oui. Oui, et ce qu'on appelle la prise à partir de Oued el-Harraj en amont à Hammam Louane, on pompe de l'eau à partir de l'Oued pour les mettre dans un petit barrage à Douera. Alors, l'eau considérée comme pilier de la stabilité et du développement durable, l'eau et la sécurité hydrique a été érigée en priorité nationale. D'ailleurs, dans nombreux conseils des ministres, l'eau a figuré parmi les grands dossiers, un défi majeur, notamment pour l'administration actuelle. Alors, docteur Melk Abdeslam, on commence par l'eau ou par le climat? Par le climat, c'est le climat qui apporte l'eau. Oui. Naïvement, y a-t-il une relation, une corrélation entre le climat et l'eau? Ah, bien entendu, c'est les nuages qui apportent l'eau.
S'il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau. Ouais. Il y a de l'eau en souterrain, mais c'est d'anciennes pluies qui ont apporté cette eau qui s'est infiltrée, qui s'est mise en réserve dans les nappes. Sinon, on démarre toujours par le climat. Oui, alors on a eu beaucoup de pluie cette année, Dr Malka Abdeslam, mais très localisées. Quels ont été les apports en pluie et en neige pour cette année, pour cet hiver? C'est pas l'année, c'est à partir de janvier. Oui. On a eu un peu de pluie en novembre. D'ailleurs, les pluies ont démarré assez tard. C'est à partir du 22-23 novembre qu'on a commencé à voir des pluies. Donc déjà conséquentes. en automne. Hein. Oui, l'automne n'a pas été très humide. Hein. Oui. On a eu une semaine en novembre, avec même des neiges. Oui. Fin novembre. Après, décembre a été très déficitaire. Hein. On a eu même pas 50% de ce qui tombe habituellement, du moins au nord et centre et est. Hein. À l'ouest, on a eu un peu plus. Et au sud-ouest, on a eu un peu plus de pluie. Sinon, c'est janvier qui a été vraiment très généreux cette année, à tel point que dans certaines régions, je donne l'exemple de Miliana, de Médéa. À Miliana, on a eu plus de 300 mm de pluie pour tout le mois de janvier. On a eu 344, c'est pratiquement 50% de ce qui tombe sur toute l'année. Vous voyez, c'est très limité dans le temps et c'est énorme. Est-ce qu'on a fait, Dr Malka Abdeslam, un comparatif par rapport aux précipitations des années précédentes? Certains ont dit que les hivers précédents sont de retour. Les saisons reprennent leur place normalement, leur lieu. Qu'en pensez-vous, Dr Malka Abdeslam? Vous savez, nous, on se base sur les mesures. Hein, la pluviométrie. Ce qui a été mesuré. Oui. Nous avons l'historique. Hein, dans certaines stations en Algérie, date de plus d'un siècle. Oui. Donc, lorsqu'on regarde des mesures, l'année dernière, janvier a été généreux, mais pas autant que cette année. Mais l'année d'avant, elle a été, le même janvier a été très déficitaire. Donc, c'est des années oui et des années non. Février, cette année, est très déficitaire. Donc, on est revenu à... historiquement, on a des janviers très pluvieux, on a des févriers très pluvieux, et on a aussi des janviers peu pluvieux. Février, cette année, est très déficitaire, sauf quelques petits endroits. Sinon... Connaît-il de la neige, Dr Malka Abdeslam? La neige, c'est l'occasion de parler de ce qu'on a. Il y en a eu même sur nos dunes, au niveau des hauts plateaux, le Bayed, N'Ama, un peu Sidi Bla Abbas et Tlemcen. Ah oui, on a eu plusieurs épisodes de neige cette année, aussi bien bon au nord signe que au sud-ouest. Oui. Seulement, ça fond très vite. C'est une des conséquences de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. D'habitude, on voit toutes les montagnes qui nous entourent ici, Sheria, les Babor ou le Djurdjura. Il y a de la neige et elle persiste. Ces dernières années, il y a autant de neige qui tombe, autant d'épisodes de neige qui tombent, et ça s'accumule habituellement. Ça ne fond pas. Ces dernières années, ça fond très vite. Donc, parce que le froid ne persiste pas, Dr Malka Abdeslam? Le froid ne persiste pas. On a des remontées d'air chaud, on a du sirocco qui remonte. Là, il fait chaud ces jours-ci. Ouais. Et pourtant, on a eu de la neige il y a 3 jours, aussi bien dans les Babors que sur le Djurdjura. Et au sud aussi, sud-ouest, nous sommes à des altitudes très élevées. Donc, nous avons les mêmes épisodes de neige, sauf que ça ne persiste pas sur le sol. Ça nous dérange. D'accord. Parce que la neige, elle perdure et elle lâche ses lames d'eau de fusion progressivement et on a un stock sur les montagnes qui est intéressant. Qu'est-ce qui détermine, Dr Malka Abdeslam, pour dire que nous allons avoir une bonne année en matière de pluviométrie et d'eau, on sera sécurisé pour l'été? Oui, d'ores et déjà... C'est la sortie du printemps? C'est l'état des barrages? Déjà, l'état des barrages. Beaucoup de barrages ont fait le plein. Certains actuellement, ils débordent. Certains, pas tous, malheureusement. On peut les citer, Malka Abdeslam, docteur? Oui, Bni Haroun a débordé. Bakhada, du côté dans le Chérif, puisque aussi bien à Chlef qu'à Miliana, qu'à Relizan, tout ça, on a eu énormément de pluie. On a eu pratiquement 3 fois ce qui tombe. À Razawat aussi. Plus à l'ouest, on a eu pas mal de pluie à Razawat,
pas autant qu'on aurait voulu. Tlemcen est légèrement déficitaire, mais les Mascara aussi, on a eu de bonnes pluies. Donc les barrages ont fait soit le plein, soit se sont bien remplis par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière. Ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, nous les avons eu très tôt dans l'année. Oui. Malheureusement. Oui, il faut être un petit peu attentif. Quel sera le stock, par exemple, à la fin mai? Oui. Parce qu'on va aborder. C'est ça qui est décisif finalement. C'est ça qui est décisif. Pourquoi? Parce qu'on aura un stock pour affronter l'été. L'été chez nous, il pleut pas. Donc nous avons une saison sèche très très longue. Oui. C'est ça. Donc dès maintenant, et des étés très chauds depuis ces dernières années. Dès maintenant, on va penser à économiser l'eau qui est stockée dans les barrages. Ne pas être trop optimiste et puis distribuer. Il faut dès maintenant penser à l'été et pas seulement à l'été. Parce que l'été chez nous maintenant, il se prolonge. J'ai dit tout à l'heure qu'en 2025, les pluies sont arrivées la fin novembre. Donc il faut penser à tenir le coup jusqu'à novembre. Comment est géré justement ces pluies qui nous tombent du ciel, Dr Malek Abdeslam? Où est-ce qu'elles vont? Est-ce que toute cette eau est stockée ou beaucoup en mer par exemple? Là où il y a des barrages, c'est stocké. Oui. Lorsqu'on est vers l'intérieur, les eaux coulent dans les oueds et par endroits, l'eau va s'infiltrer, donc elle va aller se stocker en souterrain. Oui. Tout cela, c'est donc une eau conventionnelle, c'est ce qu'on appelle une ressource conventionnelle. C'est la nature qui l'apporte. C'est la pluie, les nappes phréatiques, les oueds, les barrages. Et maintenant, nous avons beaucoup d'oueds qui se jettent en mer. Il ne faut pas oublier que notre pays, nous avons les montagnes qui sont sur le littoral. Oui. Toutes les chaînes côtières, on les dit côtières, donc sur le littoral, c'est elles là où ça pratiquement le centre. Non, elles forment une muraille. Même à l'ouest, autour de Razaouet. Encore plus les Babors et jusqu'à la frontière tunisienne. Les pluies viennent s'abattre sur ces premiers. C'est des barrières pour les masses nuageuses qui viennent de la mer. Et malheureusement, ça repart dans les oueds et les oueds rejoignent très vite la mer. Le oued de Harash a fait passer des centaines de millions de mètres cubes vers la mer. Donc ça, par exemple, c'est qu'on a tenté de retenir les dernières années, Dr Malek Abdeslam. Oui, là où il y a des barrages, c'est bon. Et puis, il y a de beaux projets qui ont été concrétisés. On va prendre, je l'ai cité tout à l'heure, sur Oued el-Harash, en amont vers Hamam Louane. Là-bas, il y a une petite digue avec des bassins de décantation. Ensuite, l'eau est pompée dans un barrage à Douira. C'est la même chose. Le barrage de Qaddara est alimenté grâce au pompage à Bni Amaran à partir de Oued Isser qui démarre déjà à Médéa. Qaddara, Boumerdas, Bouira? Oui, Qaddara c'est là juste du côté de Bouzgza, Palestro. Exactement. Donc dans les gorges de Bni Amaran, gorge de l'Akhdaria, là-bas, ça fait maintenant depuis 84-85, il y a une digue d'un barrage très petit, mais de là-bas on pompe l'eau vers et on alimente le Qaddara, qui lui-même va donner de l'eau pour Alger, etc. C'est pareil du côté de Tipaza. C'est pareil, un projet très récent, celui du Sebaou, une simple digue qui a été réalisée en quelques mois, très peu coûteuse, et on pompe chaque année plus de 30 millions de mètres cubes pour aller les stocker dans le Taksebt. Oui. Voilà donc des projets pour stopper un petit peu le Rumel et Bni Haroun. Bni Haroun lui-même, c'est un immense barrage. Oui. C'est le plus grand d'Afrique. Non, pas d'Afrique. Non, attention, en Afrique, il y a avec la Renaissance. C'est le plus grand en Algérie. Oui. Et il avoisine le milliard. Vous savez, nous n'avons pas de gros sites. Les gros sites, l'homme y habite. Parce que c'est des sites intéressants, mais il faut que les gens y habitent. On ne peut pas bloquer des vallées très, très importantes. Par contre, il y a ce type de digues qui se font sur les cours d'eau, et c'est quelque chose qui est ancestral chez nous. Dans les hauts plateaux, dans les régions sahariennes, les gens font des sud, on les appelle sud,
des petits barrages, des petites digues, de rien du tout. L'eau passe par-dessus, l'eau l'emporte, mais ça ne fait rien. Entre-temps, on a retenu l'eau. Ghardaïa possède plusieurs seds. Et régulièrement, il les remonte. Et derrière, il y a du sable qui est accumulé, qui lui-même va accumuler de l'eau. On pourrait presque dire que ce souci d'avoir de l'eau, de sécuriser l'eau, remonte au premier moment de l'histoire, même à la proto-histoire, Dr Malka Abdeslam. Alors nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'eau et c'est ce que nous faisons aujourd'hui même. 2 jours après, parce qu'il y avait les 3 jours de l'Aïd. La journée nationale est célébrée au niveau du Palais de la Culture, avec une thématique bien précise cette année. Dr Malka Abdeslam ? Oui, c'est une source d'égalité. Ouais. Donc il faudrait que tout le monde ait accès à l'eau. Vous savez que l'eau, c'est le premier des droits de l'homme. Oui. C'est avoir de l'eau. Oui. Sans eau, on ne peut pas vivre. En Algérie, il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est que il y a la mobilisation de l'eau, c'est à l'échelle nationale, et il y a aussi le prix, qui est le même sur tout le territoire national. Un accès équitable pour tous. Donc c'est un accès équitable. Oui. Et il faut continuer dans ce sens. C'est une très bonne chose. Pour pouvoir continuer dans ce sens, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Une gestion rationnelle, que tout le monde comprenne que c'est une denrée rare. Vous dites précieuse et non pas rare. Pourquoi, Dr Malka Abdeslam ? Oui, elle n'est pas rare, on a beaucoup d'eau Oui. en hiver. Ouais. Par contre, elle est très rare en été. Oui. Donc il faudrait que l'on s'adapte un petit peu à ce caractère qui est le caractère de notre climat, du moins dans le nord. Vous Sécuriser, préserver. donc on a de l'eau. Quand on a de l'eau, il faut la sécuriser. Comme on fait au sud, Dr Malka Abdeslam, parfois il ne pleut qu'une seule fois durant l'année et c'est tout le monde qui est là à faire ce qu'appellent les Kabyles une teshmelit. Tout le monde est là pour préserver, sécuriser cette eau et garantir des jours heureux pour toute la communauté. Parfois des années. Des années, exactement. Jusqu'à 3 ans. Voilà, donc nous, on est déjà adaptés. Oui. Il faudrait qu'on mette en avant cette résilience que l'on a de s'adapter à la rareté de l'eau, mais aussi à l'abondance de l'eau. Nous, de qui s'agit-il, Dr Malka Abdeslam ? Eh bien, aussi bien au nord que dans le sud algérien, que dans les régions sahariennes. Oui. La génération actuelle aussi. La génération actuelle, vous savez, effectivement, les gens sont nés avec un robinet qui coule. Nous, on est nés avec, il n'y avait pas de robinet. Mais on s'y adapte. C'est aussi pour ça qu'on consomme beaucoup d'eau. L'Algérien consommait une dizaine de litres par jour et par personne. Maintenant, c'est 10 à 15 fois plus par jour. Donc il faut donner de cette eau aux gens. Et c'est réussi. Très bien. Je vous remercie pour cette première partie, Dr Malka Abdeslam. Alors, vous êtes docteur en hydrogéologie et maître de conférence à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Nous reviendrons pour parler de cette partie sécurité hydrique et tous les ouvrages et réalisations qui ont été consentis, le schéma national pour sécuriser cette ressource précieuse. Mais je vous demanderai de nous appeler au 021 48 15 15 si vous avez une question à poser à Dr Malka Abdeslam ou un relèvement à faire. Vous êtes les bienvenus et c'est votre émission. Nous reviendrons juste après cette petite respiration musicale proposée par Hakim Ben Moussa. 10h31 dans Service Public, votre magazine qui reçoit ce matin Dr Malka Abdeslam, hydrogéologue, maître de conférence à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. D'ailleurs, il a pris la route ce matin pour être présent et pour pouvoir répondre à toutes vos questions au 021 48 15 15. Alors, nous parlons en cette journée mondiale de l'eau et journée nationale célébrée au Palais de la Culture, nous parlons de la sécurité hydrique qui a été ces dernières années érigée en priorité nationale, garantissant ainsi à tous les Algériens l'accès équitable et à un prix unique à cette denrée rare en voie de raréfaction si la gestion fait défaut, bien sûr. Et donc des sommes considérables ont été allouées pour garantir la disponibilité de l'eau pour tous les citoyens, donc à usage domestique et industriel. Dr Malka Abdeslam, merci encore d'être là ce matin, en ce mardi de service public, n'est-ce pas?
Merci d'être là et toujours répondre présent. Alors, beaucoup d'efforts ont été consentis pour juguler ce problème de la sécurité hydrique. Peut-être on pourrait revoir tout ce qui a été réalisé et même les projets en cours, parce qu'il y a parmi les projets de dessalement, pas uniquement de l'eau de mer, mais aussi dessalement au sud, notamment à Tamanrasset et à Tindouf. Les projets ont été donc annoncés pour ce mois de mars. Docteur Malek Abdeslam. Oui, effectivement. Donc, on a parlé tout à l'heure des quantités d'eau qui sont importantes dans donc les la ressource Ouzoued conventionnelle, cette répétons-le période. encore. Donc, il faut faire des efforts pour en récupérer un maximum, ne pas avoir les déperditions vers la mer. Hein. C'est le gros problème. Hein. Je vais donner. Oui, parce qu'actuellement, docteur Malek Abdeslam, il y a beaucoup d'eau, notamment dans les Oued. Mais qu'est-ce qui risque d'arriver si nous ne retenons pas toute cette eau? Peut-être pas toute, mais au moins le tiers. 10%, ça suffit. 10%, hein. Très bien. Oui, c'est énorme. Hein. Quand c'est des milliards qui partent en mer. Je vais vous donner justement les chiffres. Oued el-Harash, la Soumam, le Sebaou, et puis on va aller vers l'ouest et vers l'est. Par exemple, Oued el-Harash a perdu au moins 300 millions de mètres cubes depuis les pluies de novembre. 300 millions, c'est beaucoup, c'est peu, c'est moyen? C'est beaucoup, hein. C'est 2 fois un barrage comme celui de Qaddara ou de Taksept. Donc 30 jours de consommation par exemple? 300 millions plus 300 millions. Une année, non? C'est pratiquement... bon, par exemple, Alger consomme à peu près 1 million de mètres cubes par jour. Oui. Donc, c'est 300 jours de consommation de la région d'Alger. Oui. Vous voyez ce que c'est. Le Sebaou aussi sont passés. Donc, on va récupérer une partie, parce qu'il faut laisser un petit peu l'équilibre écologique pour que l'eau arrive en mer, etc. Et qu'elle soit aussi retenue dans le souterrain, dans le sous-sol plutôt. On va tout faire pour retenir l'eau dans le sous-sol. On va la retenir dans les nappes autour de l'Oued, mais aussi, par exemple, si on prend la Mitidja, on l'exploite beaucoup. Hein. Il faut l'aider à se renouveler, il faut l'aider à se recharger. Donc, on dit recharge ou réalimentation de la nappe. Au lieu que l'eau parte vers la mer, eh ben, les petites digues là, et ensuite les envoyer à droite et à gauche dans l'Oued, ça va s'infiltrer et c'est du stock. Maintenant, pour revenir à la déminéralisation dans le sud algérien, vous savez que l'Algérie a été un des pays... Déminéralisation, dessalement aussi, c'est la même chose? C'est pas tout à fait la même chose. Oui. L'eau de mer possède à peu près entre 35 et 36 grammes de sel par litre. Oui. Dans le sud algérien, on a des nappes qui sont entre 5 et jusqu'à une vingtaine de grammes par litre. Donc on n'utilise pas la même technologie, on n'utilise pas la même énergie pour dessaler. On va en enlever moins. Donc on dit déminéralisation. Mais la salinité reste quand même, hein, non? Non, le sel, on ne le laisse pas passer. Oui. Donc on va faire passer l'eau à travers des membranes pour que le sel reste dans les membranes. Ensuite, il est récupéré comme saumure, que l'on peut aussi revaloriser. Ça se fait en Algérie depuis les années 60. Hein. Toutes les bases des pétroliers dans le Sahara utilisent ça. Déjà, l'eau qui arrive à Tamanrasset, on est obligé de déminéraliser cette eau qui est pompée dans les champs autour de Insalah. Et puis, comme on doit encore apporter un peu plus d'eau, hein, parce que là, la population, les besoins augmentent. Les forages que l'on va exploiter sont aussi relativement minéralisés, donc il faut les déminéraliser. C'est pour ça que il a été demandé de lancer des stations de déminéralisation pour Tamanrasset et aussi pour Tindouf, Garazbilet, etc. Je voudrais juste ouvrir des guillemets. J'avais finalement raison de parler en début d'émission, dans le chapeau, dans l'introduction, de dire que dans Service public, nous fécondons l'algérianité et l'optimisme et les réalisations algériennes. Il y a beaucoup de choses qui sont accomplies, mais qui restent dans l'ombre. Oui, c'est pas tout à fait dans l'ombre. Les gens qui sont sur proches le terrain, les professionnels, les experts. Oui, les gens reçoivent de l'eau dans les robinets. Mais le grand public ne regarde que ça. Il y a de l'eau dans le robinet, mais tout ce qui se fait en amont et en aval, ça reste flou quand même. Ces dernières années, les Algériens ont développé un réflexe qui est très positif. Oui. Vous savez, on a vécu des moments où on avait
peu d'eau, Oui. et donc l'eau arrivait très, très difficilement. Les gens ont installé des citernes. Oui. Le critère pour les Algériens, c'est devenu la pression dans le robinet. Lorsque la pression est forte, c'est le réseau public. Lorsque la pression est faible, c'est la citerne qui donne de l'eau. Alors là, il a appris à être économe. Ça, c'est une bonne chose. Docteur Malka Abdeslam, je voudrais aussi relever quelque chose de très très important. Vous n'êtes pas médecin certes, mais vous êtes sur le terrain et vous observez, vous évaluez, vous prenez des comment on appelle ça, des extraits, pas des extraits. Des échantillons, voilà. Pour les Alors, analyser. Depuis longtemps, on n'a pas eu d'épidémie liée à l'eau. C'est révélateur de quoi, docteur Malka Abdeslam? Eh ben, c'est important tout ça. Il y a, disons, une vingtaine d'années auparavant, Oui. on avait régulièrement des problèmes sur les réseaux, dans les sources, etc. Ce qu'on appelle les maladies à transmission hydrique. Ouais. Donc il y a des bactéries, il y a MTH. des microbes. Oui. Moi, personnellement, j'ai vécu les moments où on a eu du choléra. On en a plus depuis des années. Oui. Ça veut La dire dernière remonte à 2018. non, c'était juste une alerte. Oui. C'était pas vraiment D'accord. quelque chose d'important. Je crois qu'on a fait un peu plus de tapage que Très bien. réellement. Les Algériens, d'abord, par eux-mêmes, ils sont devenus plus exigeants. Et aussi, les services de l'eau ont développé toute cette technique et ce savoir-faire pour assurer une eau potable. La définition d'une eau potable, c'est une eau que l'on va distribuer aux consommateurs indemne de tout germe pathogène. Donc on met de l'eau de javel, on met un désinfectant et aucune eau n'est distribuée si elle n'est pas désinfectée. Et si jamais il y a un problème sur le réseau, on les détecte parce qu'il y a, les gens ne savent pas, peut-être qu'ils reçoivent de temps en temps des gens qui viennent frapper à la porte, ils viennent récupérer un échantillon d'eau dans les robinets de certaines habitations. Ça veut dire qu'il y a un suivi. Dès qu'il y a une alerte, hop, en amont, on arrête et on traite le problème. Et ça, c'est réussi. La qualité de l'eau donc est bonne. Il faut rendre hommage aux gens de l'ADE, à Oran ou à Constantine ou à Neba, ou dans le sud, que l'eau qui arrive, il y a des hommes et des femmes qui veillent. Très bien. Des laboratoires donc qui travaillent matin et soir. Idem pour les travaux. Il y a assez souvent de grosses casses comme dernièrement. Oui, on a connu de grosses casses sur les grandes conduites de presque 2 mètres du côté de Bouidoua ou du côté le citoyen ne s'en est pas rendu compte. Oui, parce que maintenant le personnel du secteur de l'eau a acquis beaucoup d'expérience, de savoir-faire et de réflexe surtout. Ils réagissent très vite. Ça, c'est une bonne chose aussi. Assez souvent, l'eau coule dans les robinets, le même programme. Les perturbations dans l'alimentation n'apparaissent pas beaucoup. Et tant mieux. Oui. Tant mieux. Seulement, il faut dire que les gens sont devenus plus économes. Oui. J'ai parlé de l'histoire de la pression dans les robinets, et c'est une bonne chose. Le dessalement de l'eau de mer, docteur Malka Abdeslam? Oui, le dessalement d'eau non conventionnelle. Oui, c'est ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles, puisqu'on est obligé d'aller chercher une eau qui est salée dans la mer et on va la dessaler. C'est pour ça qu'on dit non conventionnel. Seulement, ça nécessite énormément d'efforts. Oui. Déjà, pour réaliser, c'est des usines, c'est de l'industrie, c'est des usines. Il faut les installer, il faut les faire tourner, former les gens, faire face aux pannes, aux petits problèmes. Quand il y a des tempêtes, on est obligé de gérer. Donc, ça tourne même très bien. De temps en temps, il y a des petites perturbations, mais c'est souvent dû à l'état de la mer. C'est aussi parfois dû à tout ce qui est maintenance. Oui. Mais ça tourne. Seulement, moi, j'ai une petite remarque. Réalisation, pardon, docteur Malka Abdeslam. On a eu des réalisations records. Beaucoup de projets ont été livrés récemment. Moi, je suis pas d'accord pour faire vite. Moi, je suis pas d'accord pour faire vite. Vous savez, le dessalement, c'est une option stratégique. Stratégique, ça veut dire qu'il faudrait que ça soit fiable et longtemps.
Oui. Faire vite, des fois, on va mal serrer certains boulons. Donc, mais il y a eu des directives, Dr Malka Abdeslam, pour que ça se fasse de façon progressive. Ah oui. D'ailleurs, ça a été annoncé par les autorités du pays qu'il faudrait livrer les installations progressivement, donc s'assurer que tout marche bien. C'est ça, le stratégique, c'est garantir que ça marche. Oui. Vous vouliez préciser quelque chose d'important, Dr Malka Abdeslam? Oui, donc je disais, le dessalement, finalement, l'Algérie a une expérience très longue. Je disais que dans le sud, on le fait. Il y a même certaines nappes, on est obligé de refroidir l'eau. Parce que l'eau qui est tirée en profondeur, l'eau des fois est à jusqu'à 70 degrés. Donc on fait des tours de refroidissement pour les amener à des températures qui soient... la potabilité, elle est limitée à 25 degrés. Très bien. Docteur Malka Abdeslam, nous parlions au début de cette émission de la disponibilité de l'eau, mais il faut aussi insister sur la rationalisation. Oui, de toute façon, les gens sont devenus plus rationnels. On voit de moins en moins des comportements un petit peu inciviques où les gens vont arroser les trottoirs. Moi, j'ai remarqué, on le voit moins. On continue à laver son véhicule à partir de l'eau du robinet. Ça a beaucoup diminué, ce que j'ai remarqué. Les gens, ou alors, lorsqu'on leur fait la remarque, il y a aussi l'effet inverse. Il ne faut pas trop dire il y a de l'eau, donc les gens vont dire Kailma, donc bzaken. Merci. Oui, ça c'est quelque Expression chose typiquement kabyle. Oui, parce que les gens croient que c'est vrai, il y a de l'eau à gogo. Non, il faut être aussi bien les autorités que l'usager. Il faudrait qu'il s'adapte un petit peu à notre climat qui est très beau. Notre climat, nous avons toutes les saisons en hiver. On peut aller se baigner en janvier ou février et aller en montagne, il y a de la neige. Il faut profiter un petit peu de ces bienfaits de notre pays. Et pour l'eau, il faut l'économiser aussi. Oui, économiser l'eau, mais aussi la récupérer, parce que c'est un projet innovant, c'est une source non conventionnelle et en développement pour l'irrigation. Il faut donc récupérer les eaux usées et les épurer. Oui, alors les eaux usées, épurées, vous savez que maintenant, la plupart des grandes villes possèdent des stations d'épuration. Les eaux qui sortent dans les égouts passent par des stations d'épuration. Bon, c'est pas suffisant, mais une grande partie. Les stations d'épuration vont traiter l'eau jusqu'à un certain point, disons 70-80%. Après, on les remet dans le milieu naturel. On a deux petits problèmes en Algérie. La plupart des villes sont sur le littoral. Oui. Donc, quand l'eau sort dans les stations d'épuration, ça rejoint trop vite la mer. C'est tout près. Ou alors, carrément, les égouts vont vers la mer. Donc, c'est une déperdition très importante. Cette eau-là, comment la réutiliser? On dit la réuse, le réusage, réutiliser les eaux des stations d'épuration. Les procédés, on les envoie un peu plus en amont et ça va couler dans les oueds et la nature va faire son travail. C'est ce qu'on appelle l'auto-épuration. Il y a aussi augmenter le traitement. On fait un traitement jusqu'à un certain point dans les stations d'épuration actuellement. On ajoute des étages de traitement de façon à amener l'eau à être beaucoup plus épurée, apte à être utilisée dans l'agriculture. Et on peut aller même beaucoup plus loin, aller jusqu'à les amener à leur potabilisation. Carrément, donc, bien sûr, actuellement, on boit des eaux qui arrivent dans les barrages, qui viennent des villages ou des villes environnantes, qui viennent dans les égouts, qui arrivent dans les barrages. Ensuite, on les traite. On le fait tout le temps. Et donc, dans le schéma national, Dr Malka Abdeslam, justement, on va vers une épuration plus poussée. Oui, pour qu'on puisse les utiliser, parce que vous savez, c'est un problème de garantir la qualité, aussi bien au fellah. Si on lui donne de l'eau qui sort des stations d'épuration, il faut lui garantir d'abord pour lui-même, en tant qu'utilisateur, qu'il n'y a pas de germes pathogènes. Par exemple, on ne peut pas irriguer toute la production que l'on consomme crue. Oui. Les arbres, on peut le faire. Oui. Donc déjà, le travailleur lui-même, il faudrait lui garantir qu'il n'aura pas de problème avec cette eau. Ensuite, pour le consommateur, pour garantir que ça se passe bien, on pousse un peu plus le traitement.
J'ai dit on va aller jusqu'à la désinfection. On peut désinfecter de plusieurs manières. Rien qu'avec les ultraviolets. Déjà les ultraviolets du soleil traitent pas mal. On rajoute des lampes à UV et on inhibe un petit peu tout ce qui est pathogène. Il y a aussi l'utilisation de chlore, mais à ce moment-là, il faudra un petit peu gérer ça d'une manière un peu plus précise. Il y a également le fait que on peut pousser le traitement jusqu'à la potabilisation. C'est-à-dire que le fellah va l'utiliser, il n'aura pas de problème. Et s'il irrigue des productions que l'on peut manger crues, il n'y a pas de problème. Ça se fait beaucoup dans beaucoup de pays. On m'a raconté, Dr Melka Abdeslam, au niveau de Naama, que l'eau dispensée par l'ONA, l'Office national d'assainissement, avec laquelle on a irrigué dans les régions limitrophes, a donné de très bons résultats. Oui, bien sûr. L'eau possède des nutriments. Oui. Donc c'est bon. On a peur de deux choses. C'est les pathogènes, les bactéries et les microbes. Donc il faudra les neutraliser. Ou alors orienter l'utilisation là où ça pose pas de problème. Le deuxième, c'est les métaux lourds, les huiles. Ça aussi, il faudrait s'en défaire pour ne pas contaminer les sols. Lors de la dernière sortie du ministre donc, de l'eau, M. Derbel disait qu'il fallait renforcer donc, comment on appelle ça, autour des barrages, qu'il fallait planter beaucoup d'arbres et ça servait à l'auto-épuration et que c'était une solution contre l'envasement des barrages. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Melka Oui, Abdeslam? bien sûr. D'ailleurs, c'est un des gros problèmes de notre pays. Les bassins versants, c'est-à-dire tout ce qui est autour des barrages. Nous sommes un pays où c'est chaud, donc les plantes résistent pas beaucoup. Les arbres ont été coupés. Il faudra accentuer sur la plantation des arbres résilients. Quand il y a des arbres, lorsqu'il y a tout un couvert végétal, le mot couvert veut dire que ça couvre et ça protège. Quand il pleut, les gouttes de pluie ne vont pas attaquer le sol et arracher les particules, et c'est l'érosion, et tout ça va être emporté dans les barrages. Donc il y a un risque d'envasement. Donc les campagnes de reboisement sont super importantes. Absolument. La manière de boiser et le type d'arbre que l'on va mettre. Les essences, c'est important. On ne va pas boiser pour reboiser. Là, ça protège d'abord contre l'érosion. Deuxièmement, lorsqu'il y a des arbres, etc., eh ben, ça participe dans l'auto-épuration des eaux. L'auto-épuration. L'auto-épuration. Par la nature. C'est la nature. Ouais, exactement. D'ailleurs, nous, on ne fait que copier la nature. Docteur Melka Abdeslam, nous nous rapprochons doucement mais sûrement de la fin de ce numéro d'aujourd'hui dédié à l'eau et au stress hydrique et tous les efforts consentis par les pouvoirs publics pour justement juguler cette problématique et arriver à une sécurité hydrique, comment on pourrait la qualifier? Oui, bien sûr. Pourrait nous assurer un été serein? Oui, serein, je ne sais pas, mais en tous les cas, garantir d'avoir de l'eau, premièrement de qualité, et quand c'est possible, en quantité. Parce que les besoins sont énormes en été. Oui. Un mot, docteur Melka Abdeslam, sur les secteurs les plus voraces en matière d'eau, hormis bien sûr l'usage domestique et public. L'agriculture. L'agriculture consomme entre 70 et 75% de l'eau. Oui. L'industrie. Pas l'eau potable, oui. Même si les gens utilisent pour le jardin, etc. Oui. Mais aussi bien des barrages que des nappes. C'est énorme. L'industrie, c'est pas beaucoup. On est autour de 10%. Par contre, l'agriculture, et là aussi, il y a des économies à faire et introduire des techniques qui sont économes. En eau, l'irrigation, la parcelle où on va noyer les parcelles ou alors les grosses rigoles, là il faudrait être un peu plus économe. Alors, docteur Melka Abdeslam, je reviendrai sur l'opération de pompage qui est très très importante et qui a sauvé de nombreux étés chez nous en Algérie. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet? Vous disiez en début d'émission qu'il y avait beaucoup d'eau qu'il faudrait récupérer. Oui, on perd trop d'eau. Ouais. En mer, d'ailleurs, même les autorités du pays maintenant sont conscientes de ça. Dans les oueds, il y a énormément d'eau en hiver. Comment récupérer cette eau?
Il y a, moi, c'est ce que j'essaie de vulgariser, de petites digues en pierre, en gabion et en pierre, etc. L'eau peut passer par-dessus, l'eau peut pas passer à travers, mais au moins l'eau, elle est freinée. Elle va. Vous savez, lorsqu'il pleut, par exemple sur les sommets de Chiria, dans Oued El Harrach, en 24 heures, l'eau est à la mer. Sur les sommets du Durdura, en moins de 24 heures, l'eau arrive en mer. Donc, comment freiner nous, on dit le Meijri. Oui, en Kabyle aussi, c'est-à-dire l'eau court, l'eau va très vite. Il faut freiner cette course vers la mer de façon à ce que l'eau s'infiltre, donc elle est stockée en souterrain. L'eau est, lorsqu'on peut le faire, par exemple à Hammam Louane, on la pompe vers le barrage de Douira, dans le Sebaou on la pompe vers le barrage de Tarksep, dans le Lisser on la pompe dans le barrage de Qdara. C'est ce type d'opération qui permettent de récupérer un tant soit peu de ces eaux qui sont déperdues et qui partent à la mer. C'est plus important que la réparation des fuites. Oui, certainement. En quantité, c'est énorme. Bien entendu, les fuites, il faut les prendre en charge. Élément important aussi dans cette question, les universités, Dr Malka Abdeslam, et les laboratoires de recherche, leur plus-value. Oui, la formation d'une manière générale. Il y a aussi à regretter, en Algérie, on n'a pas eu de formation spécifique en hydrologie. C'est juste un module qui est dispensé à droite à gauche. L'hydrologie n'est pas enseigner réellement. Mais nous avons quand même un organisme qui gère ça, qui gère les oued, qui mesure, qui prend les échantillons, c'est l'ANRH, qui a une expérience immense, qui sont à encourager. À encourager, beaucoup de vos étudiants sont là-bas. Oui, moi je suis connu. J'emmène les étudiants sur le terrain. Il faut qu'ils voient, Vous faites du consulting ? Oui, je fais du consulting, bien sûr. Je fais des expertises. D'accord. Vos propositions sont prises en compte, Dr Malka Abdeslam ? Oui, heureusement, il y a beaucoup d'amis qui sont à différents niveaux. On me sollicite, peut-être pas suffisamment, bien entendu, tout le monde dira ça, mais nous sommes à la disposition de notre pays. Une émission comme ça fait partie de notre participation. Encore une fois, nous sommes un pays chaud, sec, mais où on a beaucoup d'eau. Alors, 10h55, mais je voudrais qu'on termine, Dr Malka Abdeslam, avec les stations ou les usines hydroélectriques traditionnelles qui remontent à près d'un siècle déjà. Leur utilisation est très importante, elle continue d'opérer. Vous savez, l'hydroénergie, ça a toujours été utilisé pour faire tourner les moulins, aussi bien en Europe, mais chez nous aussi. Tous les moulins à grains qui existent en Algérie, aussi bien dans les Babors, du côté de Sétif, dans les Aurès, en Kabylie, ici dans le Ouarsenis, l'eau qui coule, on a fait tourner sur une espèce de rièche, comme on dit, et ça tourne et ça moule le blé. Donc c'est une énergie hydraulique. Des stations rudimentaires, combien en reste-t-il aujourd'hui ? Par exemple, en Kabylie, il y en a 2 qui sont opérationnelles. Mais il y a des centaines, les anciennes, avec d'immenses toutes opérationnelles ? Non, elles ne sont pas opérationnelles, malheureusement. Elles sont déjà noyées dans la végétation. Mais l'hydroélectricité est née en copiant cela. Donc on a utilisé l'eau qui descend sur de grandes dénivelées pour faire tourner des turbines. Il y en a dans les Babors, il y en a plein. Actuellement, il y en a 4 qui sont opérationnels. Bergina, Ziama Mansouriya. Du côté de la Kabylie, il y en a 5, il n'y en a qu'une seule qui est opérationnelle. Donc ça, c'est de l'énergie gratuite. Et c'est aussi des stations stratégiques. Parce que si on a un blackout, une usine hydroélectrique, elle démarre en ouvrant l'eau, hop, ça démarre. Je vous remercie, Dr Malka Abdeslam. Alors, vous êtes hydrogéologue et maître de conférence à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Merci d'avoir fait le trajet de Tizi Ouzou à Alger pour justement donner toutes les réponses et revenir sur cette expérience réussie de la sécurisation hydrique, n'est-ce pas ? J'invite tous les étudiants, les enseignants à aller voir ces usines hydroélectriques. C'est une technologie rudimentaire mais géniale.
Mais merci beaucoup, Dr Malek Abdeslam. Merci d'avoir été des nôtres pour ce troisième numéro de la semaine. Nous nous retrouverons le dimanche prochain, Inch'Allah, avec un invité de marque, le président de la Société internationale de médecine orthomoléculaire, Dr Malek. Non, pas Dr Malek Abdeslam, Dr Lies Barli. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Au revoir.